Bonjour à tous, nous allons nous intéresser maintenant au chapitre sur la circulation-ventilation et voir comment on peut le relier au chapitre sur la nutrition. Sur cette diapositive, vous voyez qu'un système circulatoire est nécessaire dès qu'un organisme est de grande taille, car la vitesse de diffusion des molécules sur des distances supérieures à 90 micromètres est trop lente pour approvisionner les cellules en oxygène ou en nutriments. Donc nous voyons sur ce schéma extrêmement simplifié d'un organisme que pour approvisionner les cellules en nutriments, en oxygène ou éliminer le CO2, en glucose qui provient de l'intestin, ou pour éliminer les substances toxiques par les reins, et bien pour communiquer entre les poumons, l'intestin, les reins et les cellules de l'organisme, il faut un système circulatoire qui permet aux liquides de circuler par convection et non aux molécules de circuler par diffusion. Cela permet une vitesse de circulation bien supérieure et se fait grâce au cœur qui joue le rôle de pompe. Nous allons donc nous intéresser successivement à l'appareil circulatoire puis à l'appareil respiratoire et nous verrons ensuite quelques points qui ont trait à l'hygiène et à la santé. Nous nous intéresserons dans ce chapitre à l'appareil circulatoire des mammifères uniquement, sachant que chez d'autres espèces il y a d'autres particularités. Chez les mammifères, le système circulatoire est un système clos, c'est-à-dire que le sang ne sort jamais du cœur ou des vaisseaux. Il est donc constitué par un cœur qui sert de pompe et des vaisseaux qui permettent la circulation du sang. Le cycle complet de circulation du sang implique 2 passages par le cœur. Nous pouvons voir aussi, nous verrons par la suite, que, à l'exception de certains systèmes particuliers appelés systèmes portes, les organes sont toujours situés en parallèle. C'est-à-dire que chaque organe reçoit un vaisseau qui provient directement du cœur gauche. Alors sur ce schéma, vous voyez donc que entre les poumons et le cœur gauche circule du sang hématosé, c'est-à-dire du sang qui a été enrichi en oxygène et appauvri en dioxyde de carbone au niveau des poumons. Ce sang va donc descendre des poumons vers l'oreillette gauche, puis descendre dans le ventricule gauche par un vaisseau qui s'appelle la veine pulmonaire. Ensuite, ce sang va être pompé au niveau du cœur, descendre dans l'aorte et aller en direction de tous les organes. Les organes vont récupérer l'oxygène, se libérer de leur dioxyde de carbone, et le sang va donc devenir non hématosé, ce qui se représente ici en bleu. Le sang va remonter à l'oreillette droite par la veine cave, et il va redescendre dans le ventricule droit, puis être éjecté vers les poumons par l'artère pulmonaire. Le sang dans l'artère pulmonaire est donc encore non hématosé, et il sera hématosé au niveau des poumons. Vous voyez donc ici que la notion d'artère et de veine est une notion anatomique. On parle d'artère pour tous les vaisseaux qui partent du cœur, qui partent donc d'un ventricule. L'aorte qui part du ventricule gauche et l'artère pulmonaire qui part du ventricule droit. Une veine est un vaisseau qui arrive au cœur. Par exemple, la veine pulmonaire qui arrive des poumons vers l'oreillette gauche et qui contient du sang hématosé, et la veine cave qui repart des tissus vers l'oreillette droite et qui contient du sang non hématosé. Donc il ne faut pas penser qu'une artère contient du sang hématosé et une veine contient du sang non hématosé. Ça n'est vrai que dans la circulation générale, c'est-à-dire celle qui relie le ventricule gauche à l'oreillette droite et qui passe par les tissus. Cette notion d'artère et de veine implique en fait des structures et des fonctions différentes. Un vaisseau qui part du cœur contient du sang qui est sous forte pression et donc ce vaisseau doit être très rigide et très élastique. Au contraire, une veine est plutôt un vaisseau mou composé de valvules qui vont permettre au sang de revenir vers le cœur. Le réseau vasculaire dans le corps humain est extrêmement développé. Les artères vont petit à petit se ramifier en artérioles qui vont elles-mêmes se ramifier en tout petits capillaires, les capillaires qui vont ensuite converger dans des vénules qui vont elles-mêmes converger dans les veines qui retourneront au cœur. Au final, tout cela représente plus de 100 000 km de vaisseaux dans le corps humain. On parle donc de grande circulation quand il s'agit des vaisseaux qui partent du cœur gauche vers les tissus et qui remontent par la veine cave au cœur droit. Et on parle de petite circulation ou de circulation pulmonaire entre
le ventricule droit et l'oreillette gauche, avec un passage par les poumons. Nous avons donc évoqué précédemment que chaque organe reçoit normalement une artère qui provient directement du cœur et donc qui comporte du sang hématosé, de telle sorte à ce que chaque organe soit approvisionné en oxygène et en nutriments. Il existe quelques exceptions dans le corps qu'on appelle des systèmes portes. C'est par exemple le cas de l'intestin et du foie. Nous voyons ici que l'intestin va recevoir une artère comportant du sang hématosé qui vient du cœur gauche. C'est l'artère mésentérique. L'intestin va donc récupérer l'oxygène qui se trouve dans cette artère et le sang qui va quitter l'intestin va être donc du sang non hématosé. Ce sang est également enrichi en nutriments puisque le rôle de l'intestin est d'absorber les nutriments. Et donc ces nutriments vont d'abord être stockés ou détoxifiés s'il s'agit de molécules toxiques par un deuxième organe qui s'appelle le foie. Le foie reçoit donc ce sang non hématosé directement en provenance de la veine porte hépatique qui provient de l'intestin. Mais bien évidemment, le foie ne pourrait pas subvenir à ses besoins s'il ne recevait pas lui-même directement un vaisseau, qui est l'artère hépatique, qui comporte également du sang hématosé. Donc nous voyons que dans certaines situations, deux organes peuvent être placés l'un derrière l'autre lorsque cela présente un intérêt physiologique, comme ici le foie, qui va stocker ce qui est bon en provenance de l'intestin ou détoxifier ce qui est mauvais pour protéger le reste de l'organisme. L'organisation que nous venons de voir est spécifique des mammifères. Il existe d'autres organisations chez d'autres espèces. Par exemple, chez les invertébrés, il existe ce qu'on appelle des systèmes lacunaires, c'est-à-dire que le sang va sortir des vaisseaux pour diffuser dans des espaces ouverts, ce qui est l'inverse des vertébrés qui, comme nous l'avons vu, possèdent des vaisseaux et pour lesquels le sang circule en système clos. Chez les poissons, du fait de la vie en milieu liquide et donc du fait qu'ils s'affranchissent de la gravité, il n'y a qu'un seul passage par le cœur. Le cœur ne pompe le sang qu'une seule fois. Chez les crustacés décapodes, il y a également un seul passage par le cœur, mais le sang va être oxygéné avant. Donc les branchies, le sang va passer par les branchies avant de passer par le cœur. Chez les amphibiens, il n'existe qu'un seul ventricule et non pas deux ventricules séparés par une cloison comme nous l'avons vu chez les mammifères. Cela leur permet de faire tourner uniquement le sang dans la circulation systémique lorsqu'ils sont en plongée et de s'affranchir de la circulation pulmonaire. Alors nous allons nous intéresser maintenant plus particulièrement à la structure du cœur des mammifères, qui peut tout à fait être étudiée en classe en disséquant un cœur de mouton par exemple. Alors, vous devez repérer sur cette diapositive les oreillettes qui se trouvent en haut et qui reçoivent le sang qui provient des veines, la veine pulmonaire qui vient des poumons pour le cœur gauche, pour l'oreillette gauche, et la veine cave supérieure, veine cave inférieure, pour l'oreillette droite. Vous pouvez également repérer sur ce schéma les ventricules qui se trouvent donc dans le bas du cœur. Les ventricules possèdent une paroi musculaire très épaisse puisque ce sont eux qui sont chargés d'éjecter le sang dans les artères sous forte pression. On note toutefois que la paroi du ventricule gauche est beaucoup plus épaisse puisqu'il doit envoyer le sang jusqu'au cerveau et jusqu'aux pieds, alors que le ventricule droit ne doit envoyer le sang que jusqu'aux poumons qui sont situés juste à côté. Le sang va donc sortir des ventricules par les artères. Nous retrouvons l'aorte qui permet d'éjecter le sang qui provient du ventricule gauche, et les artères pulmonaires, droite et gauche, qui permettent d'éjecter le sang qui vient du ventricule droit. Les oreillettes et les ventricules, et de la même manière les ventricules des artères, sont isolés par des valvules qui vont s'ouvrir et se fermer pour permettre l'entrée, puis l'éjection du sang dans les artères. Il est très important de noter que le cœur est un organe qui est extrêmement vascularisé. Il reçoit l'irrigation de l'artère coronaire, et donc il reçoit en permanence 10% du volume sanguin. Et c'est également un organe qui est extrêmement innervé, de telle sorte à pouvoir l'accélérer ou le ralentir.
C'est ce que vous voyez sur ce schéma, hein. Nous voyons ici une vue de l'extérieur du cœur et nous voyons des ramifications de l'artère coronaire qui vont irriguer le cœur, car le cœur est un muscle, donc consomme énormément d'oxygène. Au repos, il consomme 10% de l'oxygène de l'organisme, et en activité, lorsque nous faisons un effort musculaire, cela peut monter jusqu'à 30%. C'est dans le cœur que la distance entre chaque cellule et un capillaire sanguin est la plus courte, ce qui montre bien l'importance et la dépendance de chaque cellule de l'oxygène et des nutriments. Le cœur est également innervé par des nerfs parasympathiques, qu'on appelle le nerf vague ou le nerf 10. Ce nerf est destiné à ralentir le cœur lorsque nous sommes au repos, et des nerfs sympathiques qui sont là pour accélérer le cœur lorsque nous faisons un effort ou lorsque nous avons une émotion. En classe, il vous est tout à fait possible d'étudier l'anatomie d'un cœur en disséquant par exemple un cœur de porc. Vous trouverez sur ce lien les modalités opératoires pour cette dissection. Alors, nous n'allons pas étudier en détail les modalités de contraction du cœur, mais nous allons juste ici rappeler que ce que l'on appelle une systole, c'est le moment où le cœur est contracté, et une diastole, le moment où le cœur est relâché, et que l'alternance de l'ouverture des valvules entre les oreillettes et le ventricule, ou entre le ventricule et les artères, permet au sang de rentrer dans le cœur, d'être mis sous pression à l'intérieur du ventricule, puis d'être éjecté dans les artères. Il est possible de mesurer l'activité du cœur grâce aux électrocardiogrammes, qui consistent à un enregistrement externe de l'activité électrique du cœur en positionnant des électrodes sur les poignets et sur la cheville gauche, car le cœur est légèrement décentré vers la gauche. On pose aussi des électrodes au niveau de la cage thoracique et on va obtenir un tracé qui possède plusieurs phases qu'on appelle les phases PQRS-T, et chacune de ces phases correspond à la contraction de l'oreillette, puis à la contraction du ventricule, puis au relâchement du ventricule. Cela permet donc au médecin de voir si toutes ces phases se déroulent correctement. L'électrocardiogramme permet aussi de faire des mesures de la fréquence cardiaque pour voir si la fréquence cardiaque est adaptée à votre état de santé et à votre activité. La fréquence cardiaque normale chez un homme adulte d'activité physique moyenne est à peu près de 75 battements par minute, ce qui correspond à un débit autour de 5 à 6 litres par minute, sachant que 5 litres, c'est la quantité de sang que nous possédons dans le corps. Donc ça veut dire que la totalité du sang est pompée et passe par le cœur en 1 minute. Bien sûr, cette fréquence cardiaque va varier en fonction de différents paramètres. Ça peut être le sexe ou l'activité physique. Nous voyons sur cette diapositive que finalement, plus les espèces sont petites, de petite taille, plus leur rythme cardiaque est élevé, puisque le rat a une fréquence cardiaque beaucoup plus basse et que le cheval a une fréquence le rat a une fréquence cardiaque plus haute et le cheval une fréquence cardiaque plus basse que celle de l'homme. C'est tout à fait normal puisque ces organismes ont un métabolisme qui est proportionnel à leur taille et des déperditions de chaleur qui est proportionnel au rapport taille sur surface. Donc plus on est petit, plus le métabolisme est accéléré, plus les déperditions de chaleur sont importantes et donc plus le cœur doit battre vite. Cela ne fonctionne pas de la même manière chez les individus qui n'ont pas une température constante, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas homéothermes. C'est le cas par exemple de la tortue ou de la grenouille, et vous voyez que la grenouille ayant une taille relativement petite a quand même une fréquence cardiaque relativement basse. Ça, c'est parce qu'elle ne régule pas sa température. Alors chez l'homme, évidemment, la fréquence cardiaque va varier en fonction de différents paramètres. Donc plus l'individu est petit, plus sa fréquence cardiaque va être élevée. Donc on a des fréquences cardiaques qui sont très élevées chez le nouveau-né et puis qui diminuent avec l'âge. La fréquence cardiaque est plus élevée chez la femme que chez l'homme, car en règle générale, le cœur est moins musclé. Et donc, chez le sportif entraîné, pour la raison inverse, le cœur étant plus musclé, la fréquence cardiaque est moins importante. La fréquence cardiaque va varier aussi en fonction des rythmes biologiques sur 24 heures. Elle est en général importante vers midi et elle va ralentir pendant les périodes de digestion. La fréquence cardiaque maximum que l'on peut atteindre en général est calculée en faisant 220 moins l'âge. C'est la fréquence cardiaque maximum que l'on peut atteindre lors d'un effort physique intense.
On parlera donc de tachycardie lorsque le rythme cardiaque est trop rapide, donc supérieur à 100 battements par minute chez l'adulte au repos. Et on parlera de bradycardie dans la situation inverse, où le rythme cardiaque est inférieur à 100 battements par minute chez un adulte qui n'est pas un sportif entraîné. On parlera d'arythmie lorsque le rythme est irrégulier. Nous allons nous intéresser maintenant à l'organisation du système vasculaire. Le système vasculaire est donc constitué par le sang qui circule dans les vaisseaux sanguins. Le sang est lui-même constitué de deux éléments. Un élément liquide, le plasma, qui contient des éléments dissous, qui contient à peu près 91% d'eau, 7% de protéines, et des éléments dissous comme des gaz, des électrolytes, des nutriments, des vitamines. Dans ce plasma, nous trouvons des cellules, en grande quantité les globules rouges qui sont impliqués dans le transport de l'oxygène et du dioxyde de carbone, puis en quantité moins importante les plaquettes impliquées dans la coagulation, puis les leucocytes ou globules blancs impliqués dans le système immunitaire, qui sont présentes en petite quantité s'il n'y a pas d'infection. Ce que l'on appelle l'hématocrite, c'est le pourcentage en volume des cellules dans le sang. Ce sang circule donc dans trois types de vaisseaux, soit des artères, qui sont les vaisseaux qui partent du cœur. Comme on l'a vu, le sang va alors être sous forte pression, donc ces artères vont être élastiques et résister à la pression. Les artères vont se ramifier en artères de plus petite taille, qu'on appelle artérioles, et qui sont dotées de vasomotricité, c'est-à-dire qu'elles peuvent se contracter ou se relâcher pour modifier leur diamètre. Cela permet d'orienter le sang vers les organes qui en ont le plus besoin en fonction de l'activité physiologique du moment. Les veines, elles, sont des vaisseaux qui sont impliqués dans le retour du sang au cœur. Le sang retourne au cœur sous basse pression. Ce sont donc des vaisseaux qui sont plutôt aplatis, très mous, et qui peuvent absorber une différence de volume sanguin. Enfin, entre les deux, nous trouvons les capillaires, qui sont les vaisseaux les plus fins de l'organisme, qui possèdent juste une seule couche de cellules, et qui permettent au niveau des cellules les échanges par diffusion. Rien ne sort ni ne rentre au niveau des veines et des artères, les échanges sont possibles uniquement au niveau des capillaires qui sont très fins. Comme le sang qui circule dans les veines est sous basse pression, et que pourtant il faut qu'il remonte par exemple des pieds vers le cœur, eh bien il existe des systèmes qui vont permettre de faciliter le retour du sang des pieds vers le cœur. Il s'agit de ce qu'on appelle des pompes musculaires. En fait, lorsque vous marchez, la contraction des muscles va écraser les veines et va pousser le sang vers le haut. Le sang ne redescend pas dans les pieds. Pourquoi? Parce qu'il existe des petites valves qui se trouvent au niveau des veines et qui empêchent le sang de redescendre. Donc le sang est poussé du bas vers le haut grâce aux pompes musculaires et aux valvules. Cette diapositive vous explique comment se mesure la pression artérielle chez le médecin grâce à cet instrument qu'on appelle le sphygmomanomètre. Le sphygmomanomètre est donc constitué d'un brassard dans lequel on peut injecter de l'air pour le gonfler ou le dégonfler, et puis une jauge qui permet de mesurer la pression du brassard. La première partie de l'opération consiste à gonfler le brassard de telle sorte à comprimer le bras jusqu'à écraser l'artère qui se trouve dans le bras, et à ce moment-là, le médecin n'entend plus les bruits de circulation du sang, n'entend plus le flux sanguin et n'entend pas de bruit, et donc la pression qu'il a mis pour écraser l'artère correspond à la pression du sang à la sortie du cœur. Donc il va noter cette première mesure, qui doit être à peu près 220 mm de mercure. Puis ensuite, il va dégonfler lentement le brassard, et là, il entend des bruits de circulation sanguine qui reviennent. Ces bruits, en fait, sont particuliers, puisque comme le flux, tant que le vaisseau n'est pas revenu à sa place initiale, le flux est turbulent et produit des bruits qu'on appelle les bruits de Korotkov. Lorsque ces bruits disparaissent, cela veut dire que le vaisseau est revenu à son état initial et que donc là, on se trouve à la pression diastolique, c'est-à-dire la pression sanguine, la pression artérielle pour laquelle le cœur est relâché. Et donc, le médecin note cette pression est la pression diastolique. C'est pour ça qu'il vous donne souvent la valeur de 12,8. 12,8, c'est en fait 12 cm de mercure quand le cœur est contracté, et 8 cm de mercure quand le cœur est relâché. Nous allons nous intéresser maintenant à l'appareil respiratoire et à son anatomie.
Alors l'appareil respiratoire, lui, est localisé également dans la cage thoracique, hein, on voit qu'il est juste à côté du cœur, et le poumon gauche est légèrement plus petit puisque le cœur occupe une certaine place, plutôt décalée vers la gauche, donc ce qui occupe un peu de place et limite l'expansion du poumon gauche. Donc les poumons sont insérés dans la cage thoracique qui, elle, est délimitée par les côtes et par un muscle qui s'appelle le diaphragme, qui ferme la cage thoracique vers le bas. Entre les côtes, il y a bien évidemment des muscles aussi qu'on appelle les muscles intercostaux. Les poumons sont collés aux côtes grâce à la plèvre, qui est un liquide qui permet de faire gonfler les poumons lorsque les côtes s'écartent. Les poumons ensuite vont être reliés à l'extérieur par les bronchioles, les bronches, puis la trachée. Vous retrouvez sur ce schéma les mêmes organes avec un détail plus avancé au niveau des voies aériennes supérieures, c'est-à-dire le nez, l'orifice nasal, qui sont en relation avec la bouche, qui permet aussi d'inspirer de l'air, les fosses nasales qu'on appelle les sinus, qui contiennent des éléments impliqués dans l'immunité, dans la défense de l'organisme contre tous les agents extérieurs, les agents infectieux qui viennent de l'air. Et puis l'air va descendre par le pharynx. Il va passer dans la trachée, au niveau du larynx, d'abord, et puis descendre dans la trachée, suivre le chemin des bronches, des bronchioles, pour arriver au niveau des poumons. Les voies aériennes supérieures jouent donc un rôle important, d'une part dans la défense immunitaire, comme on l'a vu avec le rôle des sinus. Toutes ces voies sont recouvertes de petits cils que vous voyez ici sur la diapositive, et ces cils vont permettre de dépoussiérer l'air pour que l'air qui arrive dans les alvéoles soit le plus propre possible. Le parcours dans les voies aériennes supérieures permet également de réchauffer cet air pour faciliter les échanges gazeux. Et il permettra aussi, grâce au larynx et au pharynx, d'effectuer des sons, donc c'est ce qu'on appelle la phonation. À l'extrémité des bronchioles se trouvent donc des petits sacs qu'on appelle les alvéoles pulmonaires et qui vont être impliqués dans les échanges gazeux. Il existe 300 millions d'alvéoles par poumon, ce qui permet de faire rentrer 3 litres d'air par poumon lorsqu'on inspire au maximum. La surface de contact entre l'air et les poumons est très importante, ça fait plus de 200 mètres carrés. Et de l'autre côté de l'alvéole, on va trouver un réseau de capillaires très développé qui permet une surface de contact de 70 mètres carrés entre le sang et les poumons. Cette paroi alvéolaire est extrêmement fine, ce qui facilite aussi les échanges gazeux. Et donc tout ça font des alvéoles pulmonaires une surface d'échange importante et très efficace. Vous voyez donc sur ce schéma que l'air qui va être inspiré va être riche en oxygène. Cet oxygène va passer de l'air alvéolaire vers le sang et repartir par les vénules puis la veine pulmonaire vers le cœur gauche, alors que le CO2 qui lui provient de l'artère pulmonaire via donc ce vaisseau qui est non hématosé va être libéré du sang vers l'alvéole et repartir dans l'air expiré. En classe, vous pouvez tout à fait aussi travailler sur une dissection d'une cage thoracique de lapin et sur des radios à l'expiration ou à l'inspiration. Alors, comment mettre en évidence les échanges gazeux qui ont lieu au niveau des poumons? On peut tout d'abord analyser des tableaux, des données. Vous pouvez aussi réaliser des mesures vous-même à l'aide d'instruments qui sont disponibles dans le commerce, dans lesquels vous pouvez mesurer l'air inspiré et l'air expiré, et la teneur notamment en oxygène. Et donc si vous analysez les résultats dans ce tableau, vous voyez en fait que le taux d'azote de l'air ne change pas, mais ce qui change, c'est le taux de dioxygène, qui est beaucoup plus riche dans l'air inspiré que dans l'air expiré, ce qui veut dire que l'oxygène est rentré à l'intérieur du corps. A l'inverse, le dioxyde de carbone est beaucoup plus riche dans l'air expiré, ce qui veut dire qu'il a été libéré. Donc, dans des conditions de sécurité adaptées, en cycle 3, on peut tout à fait mettre en évidence la présence de CO2 dans l'air expiré en soufflant à l'aide d'une paille dans un bécher qui contient de l'eau de chaux, alors qu'en contrôle, on peut utiliser de l'air ambiant que l'on insuffle dans l'eau de chaux à l'aide d'une seringue.
nous voyons que seul l'air expiré va se troubler, ce qui montre qu'il est riche en dioxyde de carbone. Alors, qu'est-ce qui régit les échanges gazeux? Au niveau des poumons, bien évidemment, ce sont les gradients de pression des différents gaz. Donc nous savons que le sang va arriver au niveau des poumons en provenance de l'artère, donc de l'artériole pulmonaire, et donc vous voyez ici la concentration en oxygène et en CO2. On voit que pour l'oxygène on a 5,3 kPa et pour le CO2 6,1. L'air inspiré, lui, possède des quantités d'oxygène plus importantes, 14 kPa, et des quantités de CO2 plus faibles. Les gaz vont donc diffuser en fonction de leur gradient de concentration, c'est-à-dire du compartiment le plus concentré vers le compartiment le moins concentré. L'oxygène va donc passer de l'alvéole pulmonaire vers le capillaire, alors que le CO2 va passer du capillaire vers l'air. Comme le sang continue à circuler le long de l'alvéole, à la sortie des poumons, nous aurons enrichi le contenu du sang en oxygène. On aura donc maintenant une pression de 13,2 kPa en oxygène et nous aurons appauvri le sang en CO2. Le sang contiendra 5,3 kPa de CO2. Ce sang est donc hématosé et va repartir vers la veine pulmonaire en direction du cœur gauche qui va le pomper, l'envoyer par l'aorte au tissu. Au niveau des tissus, sur la partie gauche de la diapositive, vous voyez donc que le sang hématosé qui provient de l'aorte a exactement la même composition que le sang qui est sorti des poumons. Pourquoi? Parce qu'on a dit qu'aucun échange n'était possible à travers les gros vaisseaux comme les veines ou les artères. C'est donc du sang à 13,2 kPa en oxygène et 5,3 kPa en CO2 qui arrive au niveau des tissus. Or, les tissus ont réalisé la respiration cellulaire, puisqu'ils ont eu besoin d'énergie, ils ont consommé de l'oxygène et produit du CO2. Au niveau des tissus, on a donc une pression partielle en oxygène qui est basse, 4 kPa, et une pression partielle en CO2 qui est élevée, 6,6 kPa. De la même manière, les gaz vont diffuser selon leur gradient de concentration. Donc l'oxygène va passer du capillaire vers la cellule et le CO2 de la cellule vers le sang. Le sang va continuer à circuler et à la sortie de l'organe, on aura donc un sang qui est à 5,3 kPa en oxygène, 6,1 kPa en CO2. Ce sang est donc non hématosé. Il va remonter par la veine cave au cœur droit qui va l'éjecter par l'artère pulmonaire vers les poumons. Vous notez donc que cette composition sanguine est exactement celle que nous avons vue dans la diapositive précédente à l'entrée des poumons. L'oxygène et le CO2 dans le sang ne circulent pas sous forme dissoute ou très peu, ils circulent principalement accrochés à l'hémoglobine, qui est une protéine avec une structure non protéique qui s'appelle un hème, que vous voyez représenté en haut à droite de la diapositive. Et cette protéine se trouve à l'intérieur des globules rouges et leur donne leur couleur. La couleur du sang hématosé, c'est-à-dire du sang enrichi en oxygène, est rouge très vif. C'est donné par la couleur de l'oxygène lié à l'hémoglobine. Lorsque l'hémoglobine transporte du CO2, elle a une couleur rouge plutôt bordeaux. C'est ce qui permet de distinguer le sang hématosé du sang non hématosé. Mais bien sûr, ça ne représente pas les couleurs conventionnelles que l'on représente pour représenter ces deux sangs, c'est-à-dire rouge et bleu. Le sang n'est jamais bleu, le sang est soit rouge vif quand il est hématosé, soit rouge bordeaux quand il est non hématosé, enrichi en CO2. Alors, la ventilation pulmonaire est un mécanisme actif qui repose principalement sur un muscle qui est le diaphragme et qui est ce muscle qui ferme la cage thoracique par le dessous. Bien évidemment, le rôle des muscles intercostaux est intéressant aussi, puisque en se contractant, ils vont écarter légèrement les côtes et donc ouvrir le volume, agrandir le volume de la cage thoracique. Le diaphragme, lui, lorsqu'il se contracte, va s'abaisser. Pourquoi? Parce qu'il a une forme concave, donc lorsqu'il se contracte, eh bien, il se tend et donc il descend dans la cage thoracique. Et en faisant ça, il va créer une dépression
à l'intérieur de la cage thoracique qui va conduire à l'entrée d'air dans la cage thoracique. C'est donc ce phénomène d'inspiration qui est actif. Et puis ensuite, le diaphragme va se relâcher de façon passive, ça va créer une surpression et ça va éjecter l'air à l'extérieur. Entre les deux, bien évidemment, les échanges gazeux auront eu le temps de se réaliser. Chez un adulte au repos, on assiste à peu près à 16 à 18 cycles de ventilation par minute, soit 7,5 litres d'air inspiré et expiré par minute. Vous pouvez tout à fait modéliser en classe ce processus à l'aide d'une bouteille qui est coupée en son milieu, recouvert en bas par une membrane de caoutchouc, par un demi-ballon de baudruche. Vous mettez dans le col de la bouteille une petite paille reliée à un ballon de baudruche qui va modéliser les poumons. Et vous voyez que lorsqu'on tire vers le bas la paroi de caoutchouc ou lorsqu'on la pousse, eh bien cela a une incidence sur le volume d'air qui rentre dans le ballon de baudruche, ce qui modélise tout à fait la ventilation pulmonaire. En résumé de ce que nous venons de voir, nous voyons donc que les poumons et le cœur ont une fonction qui est tout à fait couplée. Le cœur va servir de pompe et faire circuler le sang dans un réseau vasculaire, et ce réseau en fait passe par la petite circulation par les poumons, puis grâce à la grande circulation par les tissus, notamment les muscles. Cela permet de amener de l'oxygène des poumons vers les muscles, vers les tissus, et ça permet d'évacuer les déchets de la respiration cellulaire, c'est-à-dire le CO2, qui va passer des muscles ou des tissus vers les poumons. Il existe en classe tout un tas de maquettes que l'on peut acheter pour modéliser cela en classe, ou alors on peut aussi les construire soi-même à l'aide d'une petite pompe péristaltique et d'un réseau de tuyaux. Le rythme ventilatoire peut être évidemment régulé. Ce sont les paramètres internes principalement, c'est-à-dire la quantité de CO2 dans le sang qui va moduler le rythme ventilatoire. Si vous faites un effort, le CO2 va s'accumuler et ça va stimuler votre bulbe rachidien qui va activer la ventilation pulmonaire. Mais bien évidemment, tout un tas d'autres paramètres et notamment le fait de parler, de déglutir, de tousser, de dormir, vont avoir un rôle sur la fréquence de ventilation. De la même manière que nous l'avons vu pour l'activité cardiaque, l'activité ventilatoire va être beaucoup plus élevée chez le nouveau-né que chez l'adulte, et plus élevée à l'exercice qu'au repos. Cette diapositive vous montre que le rythme ventilatoire est régulier, sauf si vous parlez, si vous faites un soupir, vous pouvez avoir une modulation temporaire du rythme. Lorsque vous faites un exercice, vous voyez que votre rythme ventilatoire va d'une part être accéléré, mais l'intensité ventilatoire, c'est-à-dire la hauteur de chaque pic, va aussi augmenter. On peut avoir des irrégularités, notamment pendant le sommeil, c'est ce qu'on appelle des apnées du sommeil. Et si vous montez en altitude, vous allez voir aussi, assister aussi à une irrégularité du rythme ventilatoire. Alors, nous allons nous intéresser maintenant à une partie hygiène et santé, et notamment à l'adaptation des paramètres cardiovasculaires à l'effort physique. Donc ce schéma sera étudié également en TD, et donc il attire votre attention sur la variation du débit sanguin dans les différents organes, au repos ou au cours d'une activité physique. Donc je vous laisse regarder ce qui change et ce qui ne change pas pour pouvoir apporter de l'oxygène et des nutriments aux organes consommateurs. La fréquence cardiaque va aussi évidemment être modulée en fonction de l'exercice, et différents types d'exercices peuvent avoir une influence différente sur le rythme cardiaque en fonction de leur intensité. En cycle 3, vous pouvez bien évidemment travailler tout cela avec vos élèves, soit en vous basant sur différents documents, mais aussi en leur faisant mesurer leur pouls, leur rythme ventilatoire, la variation du volume de leur cage thoracique avant ou après un effort, mais également en leur demandant d'observer les modifications de leur corps, par exemple la transpiration, la rougeur. La rougeur qui est due à la vasodilatation des vaisseaux de la peau après l'effort.
Pendant l'effort, en effet, il faut orienter le sang vers les tissus qui en ont besoin, c'est-à-dire les muscles. Mais après l'effort, cette chaleur qui a été produite dans le corps pendant l'effort doit être évacuée. Et donc c'est à ce moment-là que les vaisseaux de la peau vont se dilater pour permettre à la chaleur de sortir du corps, pour maintenir toujours le corps à 37 degrés. De la même manière, la transpiration va servir à absorber l'énergie par évaporation de l'eau. La transpiration, ce n'est pas pour éliminer de l'eau, c'est pour éliminer de la chaleur, éliminer des calories, grâce au changement d'état de l'eau qui, en s'évaporant, va absorber des calories. Alors, nous pouvons parler ici aussi d'accidents cardiovasculaires et de pathologies cardiovasculaires. Donc les accidents cardiovasculaires comme les AVC ou l'infarctus. AVC, c'est au niveau du cerveau. L'infarctus, c'est lorsque l'artère coronaire qui irrigue le cœur va se boucher. Et donc tous ces accidents sont favorisés par différents comportements. Donc l'hypertension, qui en général est liée au stress, le tabac, l'hypercholestérolémie, le diabète, l'obésité, qui vont être liés à une alimentation trop riche, trop grasse, et puis l'âge, bien sûr, et la sédentarité, c'est-à-dire l'absence d'efforts ou l'insuffisance d'efforts musculaires. Donc bien évidemment, pour prévenir ces accidents cardiovasculaires, il faudra avoir un régime alimentaire adapté, lutter contre l'hypertension, pratiquer une activité physique régulière, arrêter tabac, alcool, manger des vitamines et être suivi médicalement. Alors bien évidemment, tout cela ne doit pas être présenté comme ça en classe, hein, c'est trop anxiogène, mais par contre, donner les consignes d'une bonne hygiène de vie aux élèves permet d'avoir une prévention de ce type d'accident cardiovasculaire. Ici, vous voyez donc une image correspondant à une plaque d'athérosclérose, c'est-à-dire une plaque inflammatoire qui se dépose au niveau de l'artère coronaire, c'est-à-dire l'artère qui irrigue le cœur. S'il se produit un caillot, le caillot pourra tout à fait passer à travers l'artère normale, mais va boucher cette artère qui déjà a un diamètre réduit, et donc va provoquer ce qu'on appelle un infarctus du myocarde. L'infarctus sera plus ou moins important et aura des lésions plus ou moins importantes en fonction de l'endroit où se situe le blocage, c'est-à-dire soit dans une région très large de l'artère coronaire ou alors au contraire dans une artériole terminale. En CM2, on peut tout à fait aussi commencer à faire de la prévention contre le tabac en observant l'état des poumons d'un fumeur ou d'un non-fumeur et en réalisant une modélisation avec une cigarette à l'aide d'une bouteille et d'un coton, ce qui permet de montrer les dépôts de goudron au niveau du coton et donc au niveau des poumons après avoir fumé une cigarette.